Alors, c'est quoi la grossesse extra-utérine? C'est quoi une grossesse extra-utérine? Une grossesse qui se développe en dehors de l'utérus. Une grossesse qui se développe en dehors de la cavité utérine. D'accord. La fécondation se fait où? Le tiers externe de la trempe de palo. La grossesse, donc la fécondation va se faire au niveau du tiers externe de la trempe. À ce niveau, donc, il y aura une fécondation par donc un spermatozoïde, une ovulation. Donc l'ovaire, il va sécréter, il va ovuler, donc la trompe va happer, c'est-à-dire elle va aspirer l'ovocyte, et l'ovocyte sera fécondé normalement au tiers externe. Donc après, il y aura un cheminement de cet œuf fécondé. Donc la définition serait c'est la nidation de l'œuf fécondé. De l'œuf fécondé. Donc il y aura une migration de cet œuf fécondé, c'est-à-dire il y aura une éclosion. D'abord, l'œuf sera fécondé, il ne va pas augmenter de dimension, il sera fixe, il va cheminer à travers la trompe, il va donc pénétrer à travers l'ostion tubaire, les ouvertures qu'on a ici des trompes, et l'endomètre sera préparé à ce niveau, il va se lider au niveau de la cavité utérine, et il va faire son éclosion au bout de 6 jours. Théoriquement, c'est 6 jours, 4 à 5 jours. Donc l'œuf va migrer, il ne va pas augmenter. Théoriquement, c'est 6 jours, 4 à 5 jours. Donc l'œuf va migrer, il ne va pas augmenter de dimension, il va migrer et il va faire son éclosion à ce niveau, au niveau de la cavité utérine. D'accord. Donc c'est parfois, il n'y a que cette migration ne va pas se faire. Cette migration sera bloquée. Elle sera bloquée et dans 98% des cas, disons, 98% des cas, elle sera bloquée au niveau des trompes. Donc la GU, généralement, elle est tubaire dans presque la totalité des cas. Il reste quelques cas exceptionnels où on va voir des GU au niveau ovarien, au niveau de l'ovaire, abdominal, et on aura aussi au niveau du col utérin. Du col utérin. C'est les GU en général topographique, mais dans 98% des cas, c'est au niveau de la trempe. Alors, à travers il va lire un peu pour faciliter les choses. Allez, La grossesse extra-utérine est définie par la nidation ectopique de l'œuf et son développement en dehors de la cavité utérine. L'intérêt, la pathologie est potentiellement létale. Elle est responsable de mort maternelle et affecte la fertilité des patients. Sa thérapeutique est de plus en plus large, allant de l'abstention au traitement chirurgical radical en passant par le traitement médical. La fréquence de la GLU a doublé au cours des 15 dernières années, 2% coïncidant avec la recrudescence des facteurs de risque, sapéngite, chirurgie tubaire et tabagisme. Donc la recrudescence des tabagisme. Le tabagisme. Donc, si on veut dire il y a des facteurs de risque, donc les hémorragies de T1, vous avez les hémorragies de T1, vous avez l'avortement, la menace d'avortement, vous avez la molydatiforme et vous avez la GU. Les hémorragies de T3, vous allez les voir tout à l'heure dans ce que vous avez. Donc vous avez la stabilité en général, c'est la deuxième moitié de grossesse. La grossesse, elle est stable, mais en général, T1, il y a des hémorragies, soit c'est un avortement ou une menace d'avortement, soit c'est une GU, grossesse extra-utérine, soit c'est une molydatiforme. Vous allez voir, peut-être vous allez voir le cours de la molydatiforme aussi, vous allez le voir.
Dans le cours de la molidatiforme aussi, vous allez le voir. Mais toute grossesse, toute femme en âge de procréer qui fait des métrorragies au T1, il faut d'abord avoir le diagnostic de la GI, parce que c'est la pathologie qui tue. Hein, c'est une pathologie qui tue. La GU, elle tue parce que la trempe, en général, elle est très vascularisée. Et si la trempe va se rompre à ce niveau, elle va se rompre, donc il y aura ce qu'on appelle une hémorragie cataclysmique. Il y aura un hémopéritoine de grande abondance et il y aura cette GU qui va bien sûr se rompre et donner des complications hémorragiques importantes. Bien sûr, quand la grossesse sera fécondée à ce niveau, quand elle sera fécondée, il y aura une éclosion. J'ai dit que l'éclosion se fait quand l'œuf est normal 6 jours, l'éclosion se fera dans la cavité utérine, mais dans la GU, l'éclosion va se faire dans la trempe. D'accord. L'éclosion, c'est-à-dire la disparition. L'éclosion veut dire que la disparition de la zone pélucide et l'invasion de l'œuf fécondé. Il va donc faire ce qu'on appelle son trophoblaste. Il va pénétrer les muqueuses tubaires. D'accord, donc il va faire son invasion à ce niveau, au niveau de la trempe. Donc quand il y a une rupture, il y aura bien sûr un saignement important. D'accord, dans ce qu'on appelle les ruptures cataclysmiques. Alors, on continue. Les idées, on continue. La physiopathologie. Théorie éthiopathogénique. On a 3 théories sont retenues. Retard à la captation. Retard de la captation. Retard de captation ovulaire. Retard de la captation ovulaire dans 10 à 20% des cas. La trempe ne capte pas l'ovocyte. Ceci entraîne une fécondation dans le cul-de-sac de Douglas, ce qui explique l'existence de GU non tubaire, ovarienne ou abdominale. Retard dans la migration de l'œuf dans 60 à 80% des cas. C'est la pathogénie la plus admise. Donc vous voyez que la pathogénie la plus admise, c'est le problème de migration. Hein, que c'est un problème tubaire en général. Hein. Pourquoi? Parce que les statistiques ont retrouvé que la majorité des GU sont tubaires. Donc ils ont retenu le problème ils ont retrouvé en parallèle aussi que il y a chez ces femmes, ils ont des infections génitales hautes, c'est-à-dire ils ont des trompes de mauvaise qualité. Ils ont retrouvé que la corrélation entre les deux, donc il y a un problème de migration de cet œuf fécondé jusqu'au niveau de la cavité utérine. D'accord. Donc la théorie la plus retenue, c'est le problème de migration. Ok. C'est la pathogénie. Retard dans la migration de l'œuf dans 60 à 80% des cas, c'est la pathogénie la plus admise et la plus vraisemblable. Ce retard de migration est dû à l'altération de la motricité du pavillon et ou du mésosapiens, secondaire à un processus inflammatoire d'origine infectieuse, une endométriose tubaire, une tuberculose, une malformation utérine et une plastitubaire. Reflux tubaire, la théorie de Wifi. Le gland implanté ne peut empêcher la survenue de menstruation. Le flux menstruel peut arrêter la progression tubaire de l'œuf et peut le repousser de la cavité utérine vers la trompe. Voilà. Donc les facteurs, là on va parler des facteurs hormonaux, mais allez je connais les facteurs hormonaux. C'est pas éthiopathogénie, hein, les facteurs, c'est des facteurs de risque. L'éthiopathogénie, ça veut dire quels sont les mécanismes de la GU. Quels seraient les mécanismes de la GU? Un retard de captation, ce qui explique les grossesses non tubaires, qui explique les grossesses ovariennes, les grossesses dans le cul-de-sac, les grossesses abdominales, le problème de migration, ce qui explique en général les grossesses au niveau tubaire, et la troisième explication, c'est le reflux tubaire.
Donc généralement, ça se fait dans ce qu'on appelle les fécondations in vitro, hein, les FIV. Donc généralement, ça se fait dans ce qu'on appelle les fécondations in vitro, hein, les FIV, qui sont actuellement de plus en plus, on a de plus en plus recours aux fécondations in vitro. Donc quand on injecte, c'est quand on place le blastocyte fécondé dans la cavité utérine, c'est comme il y aura c'est comme s'il y aura des contractions utérines et qui vont refouler cet ovocyte fécondé vers la trompe. En général, avec l'apparition de ces techniques de fécondation in vitro, généralement on retrouve beaucoup de grossesses hétérotopiques, ce qu'on appelle les grossesses hétérotopiques. On va retrouver des grossesses intra et extra en même temps. C'est-à-dire, généralement, ils injectent, et lors de l'injection, spontanée, vous savez que une des éthiopathogénies de ce qu'on appelle l'endométriose, c'est le reflux tubaire des règles. Dans 30% des cas, il y a des femmes qui développent des pathologies endométriose, c'est-à-dire la pathologie endométriosique, que chaque femme peut faire des reflux tubaires existent chez toute la population, mais il y a certaines femmes qui font des pathologies endométriosiques. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres facteurs qui s'assimilent. Dans toute règle, quand les femmes sont en période du cycle menstruel, il y a sur les règles, il y a des contractions utérines qui se font pour faire sortir le sang menstruel, et ces contractions utérines font des reflux tubaires en même temps. Parce que la trompe elle est ouverte, la trompe comment l'utérus se contracte, bien sûr cet endomètre va descendre, mais aussi cet endomètre, il y aura du sang qui passe dans la cavité utérine. Et un pourcentage de femmes font des endométrioses, d'autres ne font pas. Donc la question de reflux tubaire existe dans une des éthiopathogénies de la GU, dans les fécondations in vitro. D'accord. Alors, on va parler des facteurs de risque, on va parler du facteur hormonal, vas-y. Sur le plan physiologique, la migration de l'œuf est favorisée par la sécrétion d'estradiol et freinée par la sécrétion de progestérone. Et toute thérapeutique hormonale peut réaliser un asynchronisme et perturbe la migration de l'œuf. Très bien. Donc vous avez ici, vous retenez une chose, la progestérone, c'est on dire, freine la migration de l'œuf. Hein? Vous devez retenir que les progestatifs freinent la migration de l'œuf. D'où les facteurs de risque quand on fait l'interrogatoire, on cherche quel type de contraception. Est-ce qu'elle prend des œstroprogestatifs ou elle prend des microprogestatifs? Est-ce qu'elle prend de la progestérone seule, microprogestatif, ou elle prend des œstroprogestatifs? Voilà. Donc la pilule où il y a de l'œstrogène, on n'a pas peur, mais la pilule où il y a des progestatifs, là, on a peur. Alors, tu continues les facteurs de risque. Les facteurs de risque, des infections sexuellement transmissibles, salpingite ou endométrite. La GU est 6 fois plus fréquente chez une femme aux antécédents de salpingite. Le chlamydia est le germe le plus fréquent, source de lésions tubaires. Lésions bilharziose. Le tabac, deuxième grand facteur, responsable d'atteinte de la mort. Des grossesses extra-utérines et en feront toujours des grossesses extra-utérines. Est-ce que c'est un problème génétique? Oui, possible. Possible qu'il y ait un problème génétique là-dedans. C'est possible. S'il vous plaît, les infections à partir de Pardon? Les infections. Par quel mécanisme? Par altération tubaire.
Parce que la muqueuse tubaire n'est pas faire son rôle des contractions et des scissions. Et la muqueuse tubaire est comme si on a la donc elle va plus avoir ce mouvement de vibration. Comme la tuberculose aussi, ça donne donc la progestérone par exemple, elle aussi va donner une altération de ces mouvements. Okay. Donc ça donne ce qu'on appelle donc des infections sexuelles entre IST, des fois passent inaperçues, et ça donne des infections génitales. Quoique on a fait quelques sélections, on n'a pas retrouvé d'infection génitale. C'est juste spontané, sans qu'il y ait d'infection génitale. Donc ce qui rapporte aussi qu'il y a peut-être la génétique. Plus la génétique, elle est plus, d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à concrétiser dans ma tête. On n'arrive pas, je veux vraiment concrétiser quelque chose, mais j'arrive pas à le faire. Localisation tubaire, c'est la localisation la plus fréquente, 67% à 98% des cas. Le siège peut être ampulaire, 1% des cas. Le siège peut être ampulaire dans la portion distale dilatée dans 75% des cas. Ismique dans la partie proximale. C'est là où il y a une réflexion à se faire. La trempe, puisque la trempe elle est dilatée, la trempe elle est comme ça. Elle est distendue au niveau médio-tubaire. Et là, elle est rétrécie. Et la majorité des GU, on va les retrouver ici, à ce niveau. La majorité des GU vont se retrouver dans la portion la plus ample de la trempe. C'est ce qui est un peu contradictoire avec le problème d'infection génitale haute. Parce que si c'était seulement, ce qui est admis actuellement, si c'était seulement le problème de migration, on aurait peut-être retrouvé les taux les plus élevés là où c'est rétréci. Donc c'est à l'abouchement entre la trempe et l'utérus, la partie ismique et interstitielle. Mais si on voit que les GU, la majorité se font dans les régions d'éclosion. Leur éclosion se fait dans la portion la plus distendue de la trempe, ce qui n'explique pas vraiment la migration. Parce que pour expliquer une migration, normalement l'œuf, si la trempe est pathologique, l'œuf va migrer, et s'il est pathologique, il va se fixer là où il est, où l'endroit est étroit. Pas là où l'endroit est large. Mais on voit que, là, ça c'est une réflexion personnelle, c'est pas une réflexion qui est dans les livres. Une réflexion personnelle. On les retrouve au niveau là où c'est ampulaire, là il n'y a pas de latérite, c'est pas écrit. Là, c'est pas vous devez connaître ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc c'est pour ça que peut-être le problème génétique a un rôle. C'est pour ça que je pense que le problème génétique d'éclosion, qu'il y a des femmes où l'éclosion se fait avant, ou tardivement, ou précocement. Donc l'œuf va se fixer là où il est, parce que l'œuf il doit éclore pour qu'il se fixe. Donc probablement il y a un problème d'éclosion génétique. Parce que si on fait, quand on fait des céliaux, on ne retrouve pas beaucoup d'infections génitales hautes. On retrouve dans 20%, 20, 24, 25% des femmes qui ont des infections génitales, mais les autres sont des pelvis sains, des trompes saines. Et on retrouve beaucoup de GU à ce niveau, ce qu'on va voir ici, là, dans cette diapo. Et la région ismique et interstitielle, les chiffres sont très, très minimes. Donc ça n'implique pas le problème. C'est un problème de migration, il y aura plus normalement ici que ici. Donc c'est possible qu'il y a un problème d'éclosion, mais pour arriver à cette thèse, pour arriver à expliquer ça et donner dans un article, il faut que tu aies des données génétiques. Et la génétique, on n'a pas. L'anapathe ne suit pas. La génétique ne suit pas. Mais l'idée existe.
Et vous allez voir, hein, peut-être dans 10 ans, 15 ans, les gens vont arriver à dire que la GU, c'est génétique. Et ce n'est pas un problème de migration. Ce n'est pas un problème du tout de trempe, de mauvaise qualité. Mais ce qu'il y a admis actuellement, c'est ça. Vas-y, l'idée. Atypique dans la partie proximale de la trompe, pour 20% des cas. Infondibulaire dans les franges du pavillon tubaire, 3 à 5%. Interstitiel dans la portion intramurale de la trompe, 1 à 2%. Donc vous voyez que interstitiel, c'est où? Alors, قول لي شوف هنا شحال interstitiel. Interstitiel, c'est cette partie. Et ismique, c'est 20%. Ismique, c'est là, hein. هي ismique. C'est la partie rétrécie. La trompe ديال دقيقة هكذا وما تعرف. هنايا c'est ismique. C'est 20%. Interstitiel, c'est là. C'est la partie de l'abouchement de la trompe d'Architérus. C'est 1-2%. Et vous voyez que ampulaire et 75%. Et infundibulaire 3 à 5%. Là, infundibulaire, c'est là. Donc, si vous ajoutez 5% à 7 à 75, ça ferait 80%. Donc, tu es 5% à 7 à 75, ça ferait 80%. Donc, tout se situe là. La partie la plus large, elle est de 80%. Ce qui explique très très mal les problèmes de migration. Ça explique très très mal le problème de migration. La migration, pour qu'il y ait un obstacle, l'obstacle doit se voir dans la partie la plus rétrécie et non la partie la plus large. Mais on voit que le problème d'obstacle se voit au niveau de la partie la plus large, ce qui induit que probablement il y a un problème de génétique. L'éclosion se fait à un moment précoce. C'est un problème génétique. Chez ces femmes qui font des GU, même on a des GU à répétition, hein, comme les avortements, il y a des avortements à répétition, il y a des GU à répétition. Donc ça peut expliquer un problème génétique. Très bien, donc cervicale, comment elle va se migrer au niveau du crâne. C'est un problème aussi, problème génétique. Vas-y. Donc, mode d'implantation, il y a l'implantation superficielle, l'implantation profonde. Ok, on passe. On va parler de la clinique. Vas-y, dis. J'ai eu non rompu dans sa forme typique. Pour les Alors, on va découper le schéma entre GU rompu et GU non rompu. Alors, vous avez des femmes qui viennent pour symptomatologie légère, GU non rompu, légère. Il y a des femmes qui viennent pour symptomatologie grave, c'est les GU rompus. D'accord, donc on va un peu voir la différence entre eux. Je crois que ce n'est pas important, ce qui est important c'est le diagnostic. Maintenant on va lire rapidement. C'est la triade fonctionnelle de douleur, métrorragie, syncope, mais souvent incomplète. La douleur est le symptôme le plus fréquent dans complet. La douleur est le symptôme le plus fréquent dans 90%. La triade, pardon, la triade, il y a l'aménorrhée, la douleur et l'hémorragie. D'accord. C'est la triade de la GI. Ah, et la triade de la GI. Douleur, aménorrhée, douleur et hémorragie. La douleur, elle est latéralisée, soit à droite, soit à gauche. D'accord. Tu me dis? La douleur est le symptôme le plus fréquent dans 90% des cas, peut être banal à type de pesanteur pelvienne ou paroxystique à type de colis. En règle générale, unilatérale, parfois signe d'irritation péritonienne. Il n'existe pas de douleur spécifique. Pour les métrorragies, elles surviennent après un retard de règles, typiquement brun sépia, marque de café, peu abondante et récidivante. Peuvent s'accompagner de l'expé, peu abondante et récidivante. Peuvent s'accompagner de l'expulsion de caduc simulant un avortement. Syncope et lipothémie, signe classique et tardif, inconstant mais précieux. Retard de règles, franc, prolongé, mais le plus souvent discret. Cafouillage de règles. Autre symptôme moins fréquent et de valeur diagnostique modeste.
signes sympathiques de grossesse et expulsion de caduc. L'état général est souvent conservé, discrète décoloration des muqueuses, légère augmentation du pouls et une diminution de la tension artérielle, parfois légère hyperthermie. L'examen abdominal retrouve un météorisme, une sensibilité suspubienne ou douleur provoquée de la fosse iliaque. L'examen gynécologique, au spéculum, le col est violacé. Le saignement est d'origine endo-utérine. Au TV, on retrouve une petite masse Alors, on va ronde. parler rapidement, mais pas trop. Comment vous faites un diagnostic clinique de l'EG? Cliniquement, hein, d'abord. C'est quoi la triade? La douleur est sur la droite. Les signes cliniques, bien sûr, il y a il y a les signes sympathiques de grossesse. Et donc, vous allez confirmer la grossesse avec les examens cliniques. Quels sont les signes cliniques de la grossesse? Les signes physiques, vous avez un col qui est violacé, il est monté de volume violacé. Vous avez les seins qui sont montés de volume. Vous avez les tubercules de Montgomery, les seins hyperpigmentés, les mamans qui sont hyperpigmentés. Donc, il y a un diagnostic clinique de grossesse. C'est autre chose. Donc, l'examen clinique, donc, vous avez le spéculum, donc des métrorragies. Vous vous assurez qu'elle vient de l'onde de la cavité, c'est-à-dire de l'orifice cervical du col. Donc c'est des métrorragies. Métrorragie veut dire saignement endo-utérin. D'accord. Donc métrorragie, l'examen clinique, vous allez retrouver un utérus moins gros que l'âge gestationnel. Et vous pouvez retrouver aussi des douleurs à la mobilisation. Il y a une douleur au niveau du cul-de-sac de l'umas, ce qui signe le saignement, donc l'irritation péritonéale. D'accord, parce que vous pouvez retrouver ça. Et bien sûr, vous pouvez avoir des sélectionnels de voilà. Mais en général, c'est la douleur, l'aménorrhée et les métrorragies. Voilà. Toute femme qui vient pour métrorragie, vous pouvez avoir des sélectionnels de voilà. Mais en général, c'est la douleur, l'aménorrhée et les métrorragies. Voilà. Toute femme qui vient pour métrorragie, aménorrhée avec métrorragie, c'est une GU jusqu'à preuve du contraire. Toute aménorrhée avec métrorragie, douleur, ou toute aménorrhée avec douleur, c'est GU avec suspicion de GU jusqu'à preuve du contraire. Donc, ce qu'on appelle caduc, c'est quoi une caduc? L'expression de caduc. Est-ce que c'est un produit de. Est-ce que c'est un produit. Est-ce que tu trophoblaste caduc? C'est bien sûr la cavité utérine qui se prépare à l'alimentation. Il y a une expulsion des fois de cet endomètre, la cavité utérine qu'on appelle d'aménorrhée. Des fois, on n'a pas une aménorrhée franche, on a des règles qui sont cafouillées comme ça, elle ne sait pas, j'ai eu mes règles, j'ai eu du saignement, donc elle ne sait pas, mais ça c'est pas important. L'essentiel que soit vous avez une aménorrhée franche, soit vous n'avez pas d'aménorrhée. Dans les deux cas, vous pouvez ne pas avoir une aménorrhée, vous avez une démétrorragie. La femme qui vient et vous dit je saigne. Ah là, je saigne. Donc toute métrorragie, toute métrorragie chez une femme en âge de procréer, c'est une GU jusqu'à preuve du contraire. La douleur, c'est en plus. Donc, tu as des signes fonctionnels. Il y a qui dit gauche douleur. Donc, j'ai saigné en bas de la douleur, c'est le ziada. Mais donc, tu as des signes fonctionnels. Il y a qui dit gauche douleur. Donc, j'ai saigné en bas de la douleur, c'est le ziada. Mais les métrorragies, parce que la douleur. Les métrorragies, parce que tu rentres dans le contexte.
Métrorragie, soit tu es dans la GU, soit tu es dans l'avortement, soit tu es dans la mort dilatifante. Parce que quand on classe, on dit métrorragie de T1 et métrorragie de T3. Métrorragie de T1, donc j'ai eu avortement, mort. Donc toute métrorragie de T1 et puis j'ai eu, c'est la quoi tu penses. Bah, après, tu peux philosopher comme tu veux. Voilà. Donc la triade, donc tu fais un test de bêta-ACG ou un test urinaire, il est positif, tu vas voir parce qu'elle est à gauche. Alors, la géométrie, là, je connais la géométrie. La rupture cataclysmique. Elle réalise un tableau chirurgical aigu avec état de choc par hémorragie interne. À la palpation, on retrouve une douleur hypogastrique associée à une défense abdominale, une tension artérielle effondrée et un pouls imprenable. Au TV, on retrouve un signe capital qui est le cri de Douglas. La fonction de Douglas, de synthèse, ramène du sang non coagulable. L'indication opératoire est évidente et son absence, l'évolution se fait vers la main. Alors là, c'est les formes, si on veut dire, donc vous avez la rupture cataclysmique, vous avez l'avortement tubo-abdominal, vous avez l'hématocèle. D'accord. C'est les formes de géorampus. C'est-à-dire que vous avez trois formes de géorampus, soit la rupture cataclysmique de la GU, la trempe donne un tableau aigu, hein, c'est un tableau cataclysmique, hémopéritoine de grande abondance, saignement, état de choc, hémopéritoine en échographie. Soit vous avez un avortement tubo-abdominal, c'est-à-dire que la trempe, elle est là et la grossesse, elle est au niveau de l'infundiculum et elle va faire son avortement à l'intérieur de la cavité utérine, et vous allez trouver bien sûr un hémopéritoine, mais pas comme la rupture cataclysmique, mais vous allez retrouver un hémopéritoine de moyenne abondance, une malade qui est complètement un peu plus stable, parce que ça se fait en petite quantité, et le sang se coagule. Soit vous avez un hématocèle, ce qu'on appelle hématocèle, c'est, si on veut dire, une GU chronique, hein? C'est-à-dire que vous avez une GU à ce niveau, et elle commence à suinter comme ça, goutte par goutte, elle ne fait pas un éclatement, elle fait des gouttes par goutte et elle met du temps, 3, 4 jours, elle consulte, et quand elle consulte, vous allez trouver un hématocèle, c'est-à-dire du sang coagulé, collecté au niveau du cul-de-sac de Douglas. Donc vous avez trois formes de G, hein? Une forme hémorragique cataclysmique, des formes avortement tubo-abdominal, et vous avez l'hématocèle. Très bien. Alors, vous n'avez pas de questions jusqu'à présent, on continue. Alors, Malish, on va lire un peu, continue si tu veux. Continue. Bilan paraclinique. Le couple bêta-HCG, échographie reste indispensable. Le dosage du bêta-HCG. La valeur absolue d'HCG ne renseigne ni sur le siège ni sur le terme de la grossesse. Le dosage qualitatif est le seul examen qui, négatif, permet d'exclure le diagnostic de GU. Terme de la grossesse. Le dosage qualitatif est le seul examen qui, négatif, permet d'exclure le diagnostic de GU. Le dosage quantitatif, des taux de 10 à plus de 100 000 sont observés dans les GU. Cinétique des bêta-HCG, la cinétique des bêta-HCG a un intérêt diagnostique. Le temps de doublement des bêta-HCG est de 48 heures dans la plupart des GU évolutifs AJ4. Une diminution de plus de 50% des bêta-HCG rend la fausse couche spontanée FCS très probable. Une élévation de plus de 50% des bêta-HCG rend la GU possible. Enfin, une diminution ou une élévation de moins de 50% rend le diagnostic de GU plus probable. Donc, question comprise. Je vais relire. Le diagnostic positif échographique ne peut être posé que par la visualisation d'un sac gestationnel ectopique contenant un embryon doté d'une activité cardiaque.
Les signes indirects de GU sont la vacuité utérine avec un taux de bêta-HCG supérieur à 3000 unités. La présence d'un sac gestationnel intra-utérin élimine une GU. Cependant, il faut se méfier de l'image de pseudo-sac gestationnel. L'existence d'une masse latéro-utérine hétérogène irrégulière de taille variable. L'épanchement liquidien du flux de sac de Douglas, plage anéchogène rétro-utérine. La transvaginale permet l'identification d'un sac gestationnel intra-utérin précocement par rapport à la transabdominale. Bêta-HCG supérieur à 1500 unités à 8 jours, la mise en évidence d'une masse annexienne anormale et la visualisation d'un hématocèle et l'épanchement liquidien de Douglas. Alors, à nous, c'est des signes directs. Ce qu'on voit ici, c'est on voit les signes directs. On voit la grossesse l'utérus qui est vide, et on voit la GU qui est à l'extérieur, latéro-utérine, avec un embryon. Ce qu'on voit, on voit un embryon. D'accord. Alors, mademoiselle, comment on fait le diagnostic de GU? Tu as le clinique, on base. Qu'est-ce que tu dois faire? Faire un dosage de bêta-HCG et une échographie. Bêta-HCG, quand tu fais un bêta-HCG, quelle est la question qui vient dans ta tête? Il est positif. La sénétique, grossesse. Il y a une grossesse. Très bien, il y a une grossesse. Donc, la deuxième question, localisation. Elle est utérine ou là? Elle est utérine ou là extra-utérine? Très bien. Donc, pour extra-utérine. Très bien. Donc, pour stadifier, qu'est-ce qu'il faut faire? L'échographie. Endovagine. La transvaginale ou là, la transpubienne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la transvaginale. Pourquoi? Parce que le seuil de sensibilité, elle est meilleure. Il est au-delà de 1500. Supérieur à la 1500, on peut voir une grossesse. La 1500, 1500 quelques. La suspubienne, donc c'est au-delà de 2500. D'accord, c'est au-delà de 2500 pour qu'on puisse visualiser une grossesse. Donc une femme, quand elle vient avec un bêta-HCG à 1800 ou là à 2000, théoriquement on doit voir la grossesse. On doit la voir parce que, mais en transvaginal, si on l'a fait en suspubienne, on ne peut pas la voir parce que le seuil de sensibilité, il est plus haut. Donc c'est au-delà de, il y a des gens qui vont jusqu'à 3500, 2500. Donc le 2500, il faut. Surtout si la femme elle est un peu, l'IMC un peu élevé ou là, donc tu ne peux pas voir facilement. Donc c'est la transvaginale qui a un seuil de sensibilité meilleur. Très bien. Donc on va voir, soit on va trouver des signes directs, qui est la grossesse en extra-utérine, un sac avec un embryon, ou là avec une vésicule utérine et un trophoblaste, et un utérus vide. C'est une GU confirmée. Donc on voit, soit on va trouver des signes indirects, qui est l'utérus vide, mais pas d'image latéralité. Et là vient la cinétique des bêta-HCG qui vont nous aider. Donc, la cinétique, comme tu as dit tout à l'heure, la grossesse intra-utérine double dans tous les 48 heures. L'avortement chute plus de 50% dans les 48 heures. Et la GU augmente de donc, moins de 50% dans les 48 heures. Donc vous avez une cinétique après qui va vous aider à un peu orienter votre diagnostic. Est-ce que vous surveillez cette femme? Est-ce que vous la libérez? Est-ce que vous la laissez? Donc tout dépend de la cinétique. Si vous avez un taux qui double d'une manière importante, vous allez dire probablement c'est une grossesse débutante qu'on n'a pas vue à l'échographie. Et on va la revoir. Si vous avez une chute de 50%, vous allez dire probablement c'est un avortement. La femme elle est en train d'avorter et elle n'a pas vu c'est un avortement. Il y a des avortements ultra précoces. Hein. Ils se font même juste comme les règles. On ne s'aperçoit même pas. Donc c'est un avortement ultra précoce. Soit c'est une GU s'il y a une augmentation moins de 50% par rapport au taux initial. La seule chose qui doit être systématique, c'est qu'il y ait le même laboratoire. Pas que vous changez de seuil, parce qu'ils ont un seuil, donc vous devez
toujours chercher sur le même seuil. D'accord, donc on continue. Bon, ça, c'est pas important. Plus de ça, c'était des examens, un peu la pudosynthèse, ça, il faut les enlever. Hein. C'est pas célioscopie, autre. Bon, vous avez. Ça peut nous aider le taux de progestérone quand c'est au-dessus de 25 nanogrammes de risque une grossesse probablement évolutive. Diagnostic différentiel, oui. Vous devez avoir un diagnostic différentiel, donc déjà vous devez avoir l'avortement dans votre tête, vous devez avoir la mort de l'enfant, vous devez avoir la symphaingite. Et voilà, donc il faut avoir on termine par les traitements. Les buts du traitement. Les buts du traitement, supprimer la grossesse extra-utérine et sauvegarder la vie maternelle, réduire au maximum la morbidité thérapeutique, limiter le risque de récidive et préserver la fertilité. Ah oui. Les buts du traitement, c'est supprimer la grossesse extra-utérine et sauvegarder la vie maternelle, Voilà. réduire au maximum la morbidité thérapeutique, limiter le risque de récidive et préserver la fertilité. Donc, réduire au maximum la morbidité thérapeutique. C'est les traitements généralement médicaux. Les traitements, c'est soit abstention thérapeutique, soit médicale, soit chirurgicale. Chirurgicale, c'est la célioscopie, qui est le gold standard actuellement, sauf dans les cas où on ne peut pas faire la célioscopie. Comme c'est toujours le cas, dans les urgences en général, on ne peut pas faire la célioscopie en termes d'urgence. Limiter les risques de récidive. Oui, s'il y a une logique qui se répète sur la même trempe, on va généralement soit l'enlever, la trempe continuelle, préserver la fertilité. Préserver la fertilité veut dire que rester près de la malade, donc c'est-à-dire privilégier le traitement conservateur chez les primigestes nullipares, chez la femme qui vient d'avoir la première grossesse. Il faut essayer conservateur, il faut la suivre, il faut lui laisser le numéro de téléphone, il faut la suivre dans le temps. S'il a une deuxième grossesse, elle doit venir rapidement consulter. Il faut traiter l'étiologie. Si elle a une étiologie, par exemple, vous faites une séance dans le temps. S'il a une deuxième grossesse, elle doit venir rapidement consulter. Il faut traiter l'étiologie. Si elle a une étiologie, par exemple, vous faites une célioscopie et vous retrouvez que là, elle a une infection génitale haute, par exemple, vous devez traiter cette femme et la suivre dans son traitement. Vous devez faire des prélèvements pour cibler les germes en cause et vous devez traiter selon le germe et voilà, une antibioprophylaxie et bien sûr lui permettre une grossesse programmée. Et quand elle a une grossesse, elle vous appelle et vous allez suivre sa grossesse au moins que vous sachiez qu'elle a une grossesse intra-utérine. Donc c'est ça à peu près préserver la fertilité, c'est-à-dire c'est cas par cas, mais en général, il faut être conservateur chez les femmes nullipares unigestes. Unigestes. Oui. Alors c'est Fernandez qui a fait un travail, ça fait dans les années 90 déjà. Il a donc donné un score, il y a plusieurs scores dans le monde. Pour les GU, il y a plusieurs scores. On a choisi le score de Fernandez par sa facilité et bien sûr par le rapprochement des écoles. Donc voilà, donc, on suit ce score. Donc comment il est basé ce score? Le score est basé sur la douleur, Voilà. l'aménorrhée, L'ACG. le taux d'ACG, la progestérone, l'hématosalpinx et l'hémopéricone. Oui. L'hématosalpinx, c'est quoi? C'est la GU, c'est la trempe avec du sang à l'intérieur. Donc la GU dans la trempe. Un score moins de 11, on fait une abstention. Intérieur. Donc la GU dans la trempe. Un score moins de 11,
on fait une abstention thérapeutique. Très bien. Un score entre 11 et 13, on traite par traitement médical. Très bien. Un score plus de 13, on traite avec un traitement chirurgical. Le traitement médical. Mode d'action. Le méthotrexate. Le méthotrexate est un antagoniste de l'acide folique. Traitement cytotoxique agit sur les cellules à renouvellement rapide. Donc c'est comme les protocoles de la mole. On donne du méthotrexate et ça vise la grossesse, ça va la viser à l'intérieur. Ça, un peu pour prévenir, c'est-à-dire toute agressivité sur le pelvis. Toute agression sur le pelvis, c'est-à-dire on ne va pas ouvrir la femme. Mais ça, c'était avant, c'est avant l'arrivée de l'acidoscopie. C'est-à-dire l'acidoscopie n'agresse pas comme la laparoscopie, mais ça, c'était avant, c'est avant l'arrivée de l'acidoscopie. C'est-à-dire l'acidoscopie n'agresse pas comme la laparotomie. La laparotomie agresse plus, mais l'acidoscopie n'agresse pas. Ça, il y a des choses à redire aussi. C'est-à-dire que ça peut surpasser l'acidoscopie, elle est meilleure. En réalité, l'acidoscopie, chez toute femme qui fait une GI, elle est meilleure. Pourquoi elle est meilleure? Parce qu'on va voir la localisation et on peut donner un diagnostic étiologique de la GI. Et quand on a l'étiologie, on a la guérison. Quand on ne donne pas l'étiologie, on n'a pas la guérison. Il faut avoir des esprits critiques, hein. Même si on en a, même si on l'a personnellement, on n'a pas besoin de le dire à tout le monde. Hein. Mais quand tu as un esprit critique, c'est bien. Vas-y. Les différents protocoles de traitement par injection répétée comportent 4 injections intramusculaires de 1 mg par kilo de méthotrexate. L'injection, il y a deux schémas. Soit le schéma à 4 jours, en général, on le réserve pour les GU agressifs, mais vous retenez qu'en général, le méthotrexate est donné par 1 mg kilo monodose. Monodose, et on contrôle, donc on contrôle la femme, on la contrôle à J4, le J0, où on donne l'injection 1 mg kilo, J4, J7. J7, on va revoir la femme par rapport à son taux initial. Par rapport au taux initial de son bêta-ACG. S'il y a une diminution de ce taux, c'est-à-dire de 15 à 25%, s'il y a une diminution de 15 à 25% par rapport au taux initial, on va dire que le traitement il est bon, que le méthotrexate a joué son rôle. Si on retrouve il y a une stagnation, le méthotrexate a joué son rôle. Si on retrouve il y a une stagnation, une augmentation de ce taux, il n'y a pas de diminution, on peut renouveler une deuxième dose. D'accord. Mais en général, on donne monodose. Le dose 1 jour sur 2, il est donné pour quelques cas que vous ne devez pas trop... Donc vous avez, là, je ne sais pas comment j'ai écrit, mais normalement c'est pas ça. Vous devez savoir que le taux qu'on donne, vous écrivez le taux, c'est 1 mg kilo, J0, contrôle J7, si diminution de 15 à 25% du taux initial, on va continuer la surveillance à J14. Sinon, s'il y a une stagnation ou il y a une augmentation, on peut donner une deuxième dose. C'est cas par cas, là, c'est un échec. C'est-à-dire, J7, s'il n'y a pas cette régression, on va dire qu'il y a un échec au traitement médical. Soit on refait au traitement médical. Soit on refait, soit on opère cette femme, soit on lui fait une autre chose. D'accord. Le traitement par injection unique est constitué d'une injection en IM à G1 de 50 mg par mètre cube. Un dosage d'ACG est réalisé à J4 et J7. L'échec est défini si les bêta-ACG n'ont pas diminué de 15% au plus à G7 par rapport au taux de G4. En cas d'échec, une deuxième injection est réalisée si les bêta-ACG ont diminué de 15% au plus. Le dosage est répété chaque semaine jusqu'à l'obtention d'un taux inférieur à 15 unités par litre. Un maximum de 3 injections de méthotrexate est réalisé. À l'issue de ces 3 injections, si les bêta-ACG ne diminuent pas, la patiente a un traitement chirurgical. Alors, ويراني لاباس الصبر دوك نجي الصبر سي 1 ملغ كيلو ماشي 50
c'est mis à pied. Donc, contrôle la vitesse. Hein? Donc, le taux doit diminuer de 15 à 25%. Ah, là. Je dis par rapport au niveau J7. D'accord. En cas d'échec, le deuxième détection est réalisé. Si vous dépassez, on diminue de 15% de plus. Le dosage est répété chaque semaine jusqu'à l'obtention. Donc, c'est-à-dire s'il y a une évolution favorable, une bonne évolution, la première, à J7, vous avez une diminution de 15 à 25%, vous surveillez, jusqu'à une validation. Si vous avez une stagnation, il n'y a pas de diminution de moins de 15%, vous devez refaire une deuxième évolution. C'est stagnation, c'est-à-dire un échec. Il y a un échec. Stagnation et un échec, on surveille la patiente. Alors, pour un peu clarifier les choses, vous avez une hospitalisation, vous avez un tableau donc qui va un peu répartir les patientes sur le traitement médical, sur l'abstention, sur le traitement chirurgical. L'abstention, on peut s'abstenir de ne pas traiter la femme, c'est comme un avortement, donc on va la suivre avec des taux de bêta-CG. Elle peut même rentrer chez elle et vous contacter s'il y a un problème. Méthotrexate, elle peut aussi rentrer chez elle. Donc l'intérêt, c'est ça. Hein. L'intérêt du traitement médical, c'est que l'ambulatoire. C'est fait en ambulatoire. Donc, de donner le traitement et de la surveiller en ambulatoire. C'est que l'ambulatoire. C'est fait en ambulatoire. Donc, de donner le traitement et de la surveiller en ambulatoire. Mais c'est pas pour tout le monde. En général, il y a des femmes qui sont coopérantes, des femmes qui peuvent, des femmes qui ne peuvent pas. Mais en général, c'est l'intérêt qui a été donné. Et le deuxième intérêt, pour ne pas toucher le pelvis. Pour laisser le pelvis, pour éventuellement ne pas agresser ce qu'il y a à l'intérieur. Ne pas agresser les trompes et laisser se résorber spontanément. Alors, le traitement chirurgical, maintenant vous avez des cas de traitement chirurgical. Comment on les traite? On a dit les indications du traitement chirurgical en cas de grossesse extra-utérine rompue ou compliquée d'hémosalpinx important ou d'hématocèle. Actuellement, le traitement chirurgical de référence de la grossesse extra-utérine est réalisé par la celliochirurgie. La laparotomie reste réservée en cas de contre-indication à l'arc cellule. D'ordre anesthésique ou en cas d'abdomen pluricicatriciel, hémopéritoine important avec instabilité hémodynamique, opérateur inexpérimenté ou matériel insuffisant, localisation inaccessible, interstitielle ou abdominale. Les gestes pratiqués. La chirurgie radicale assure l'hémostase par la résection d'une trompe. C'est la salpingotomie ou d'une annexe lésée. C'est l'annexotomie. L'indication exceptionnelle, grossesse extra-utérine ovarienne. Les indications de la chirurgie radicale sont une patiente ne désirant plus quand vous avez un ovaire où il y a UGI, vous enlevez une partie de l'ovaire. Hein, comme vous pouvez enlever tout l'ovaire. Mais en général, on enlève une partie, là où c'est incrusté. Les indications de la chirurgie radicale sont une patiente ne désirant plus de grossesse, une récidive radicale sont une patiente ne désirant plus de grossesse, une récidive homolatérale d'une grossesse extra-utérine, une grossesse extra-utérine sur trompe pathologique connue, une grossesse extra-utérine sur une trompe ayant subi une plastie tubaire. Voilà, donc c'est un peu les indications. Voilà, La chirurgie conservatrice vise à préserver toute une partie de la trompe atteinte. Elle est indiquée chaque fois que possible chez une femme jeune désirant une grossesse. La salpingotomie comporte une incision longitudinale de la trompe et l'extraction du tissu trophoblastique, hémostase du lit trophoblastique et cicatrisation spontanée de la brèche. Expression tubaire, avortement tubo-abdominal dans les grossesses extra-utérines, pavillon nerf. Résection tubaire segmentaire rarement réalisée, grossesse ismique. Surveillance du traitement chirurgical. Si un traitement conservateur
salpingotomique ou expression pavillonnaire est réalisée. Un suivi par bêta-ACG doit On peut faire une expression pavillonnaire, c'est-à-dire ce qu'il dit ici, c'est pas, on n'ouvre pas la trempe. On fait une expression sur la trempe et elle sort à partir du pavillon. On fait l'avortement tubo-abdominal. D'accord. Si un traitement conservateur est réalisé, un suivi par bêta-ACG doit être effectué afin de dépister une persistance du trophoblaste qui justifie un traitement complémentaire par méthotrexate. En cas de traitement radical, la surveillance par bêta-ACG est souvent inutile. Le pronostic vital est compris dans le cas de rupture cataclysmique, compromis dans le cas de rupture cataclysmique de grossesse extra-utérine, créant un lymopéritoine important. Le pronostic de fertilité est altéré en cas de traitement radical, iléoscopique, et en cas de traitement médical. Voilà, le pronostic de fertilité est altéré en cas de traitement radical, c'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire qu'on enlève la trompe. Voilà, il laisse qu'une autre trompe. Hein. Voilà, donc il est mieux préservé dans le traitement conservateur, célioscopique, en cas de traitement médical. Et en cas de traitement médical. Allez, est-ce que nous concluons? Allez, concluons. La grossesse extra-utérine voit son incidence augmenter depuis 25 ans, liée à l'augmentation des maladies sexuellement transmissibles et du tabagisme. La mortalité par la grossesse extra-utérine reste la première cause de mortalité maternelle du premier trimestre. Le traitement conservateur cilioscopique est devenu la référence car préserve mieux la fonction thérapeutique. Voilà, on a terminé le cours. Vous pouvez appeler le docteur Dimitri. S'il y a des questions, Maintenant, je vais donner une chose.